sûr. On n'a pas commencé encore. Oui, oui, non, mais ça marche. Oui, on va faire ça. Pas de souci. On est parti. Bonjour à toutes et à tous. On entend bien, on dirait. Merci d'être présents. On va commencer ce regard croisé sur la question des publics isolés. Donc, on pose la question comment toucher les publics isolés ? Comment proposer des temps d'exploration des cultures numériques en favorisant le croisement des publics et l'expression du plus grand nombre ? Alors pour avancer, cheminer ensemble sur cette question-là, on a la chance et l'honneur d'avoir à nos côtés Patrick Tréguer et Céline Berthoumieux. Alors, je vais vous présenter rapidement, je vais vous laisser la parole par la suite. Patrick, qui est responsable du lieu multiple, pôle de création numérique au sein de l'espace Mendes France à Poitiers depuis 2000. Membre également du CA du réseau Arts et Sciences. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelques éléments. C'est le réseau Trace qui a été créé très récemment et qui est un réseau dédié aux questions de rapport arts et sciences, c'est-à-dire d'un point de vue culturel, essayer de faire travailler ensemble scientifiques et artistes. Et ce réseau national a une vingtaine de membres actuellement en France et est en train de s'élargir au niveau européen pour les 2 ans qui viennent. Merci. Céline Berthoumieux, qui est directrice de l'association Zinc, qu'elle a rejoint en 2004 après avoir travaillé à Radio Grenouille, donc à la Friche Belle de Mai à Marseille. Alors merci d'être avec nous. Je vais d'abord laisser la parole à Patrick, peut-être, ou enfin comme vous le souhaitez. Patrick, c'est parti, qui va nous présenter son travail et le travail de quelques collectifs avec des publics isolés. Et puis après, on reviendra vers Céline. Merci. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Avant de démarrer, je tiens à remercier l'équipe Ping qui m'a invité à ces rencontres. Je tiens à le préciser parce qu'avec Ping, c'est un travail, on va dire, un peu underground, mais à la fois très, très solide et avec des rencontres régulières. Et je tiens à vraiment mettre le point sur le travail que fait Ping, non seulement sur Nantes, mais sur un rayonnement national, et aussi le travail de réflexion et d'action qui est mené. Alors on voit souvent l'action lors de ces rencontres, mais ce que je trouve intéressant, c'est les échanges qu'il y a eu régulièrement sur ces questions autour de culture numérique, et ce qui a été évoqué, je vais revenir dessus très rapidement, autour de certains usages, et vous allez voir, j'ai choisi un focus assez particulier, mais qui n'a pas été encore évoqué. En 10 minutes, je ne vais pas faire la révolution, je vais ouvrir simplement quelques sas et quelques portes, mais j'aimerais bien que ce sujet, je ne vais pas le dévoiler tout de suite, puisse permettre de réfléchir en tout cas à un mot qu'on appelle insertion, e-insertion, et essayer de voir si on emploie finalement le bon terme pour cette relation avec les publics. Très rapidement, donc, comme Thomas l'a précisé, je travaille dans un centre de culture scientifique. C'est un lieu un petit peu bizarre fondamentalement, où on fait la culture scientifique. Est-ce qu'on fait de la vulgarisation? Est-ce qu'on est une vitrine des chercheurs? Est-ce qu'on est un endroit où les publics viennent s'exprimer sur les questions de progrès et de recherche? On va dire que c'est un peu tout ça. C'est aussi une question de rapport au mot culture. Moi, j'ai envie de remettre un petit peu en avant, parce que je trouve qu'on l'emploie trop peu quand on parle de numérique, le sens du mot culture, mais sur une déclinaison large, qui peut être la culture scientifique, par exemple. Et pour nous, c'est un peu ce qui fait sens et ce qui permet à une société de déterminer à la fois ce qu'il convient de faire et de positionner aussi pour avoir des références tangibles afin de s'exprimer avec un libre arbitre et se retrouver dans des valeurs communes. Donc on voit qu'on est sur un entre-deux un peu délicat. Cette définition n'est pas de moi, elle est d'Axel Kahn. C'est une définition qui nous paraît assez intéressante. Vient se greffer là-dessus aussi des questions assez récentes comme les droits culturels, complètement adossés aux questions de droits de l'homme, et qui nous interrogent profondément et qui sont, si je parle de ça, en cohérence avec ce que je vais aborder. Donc dans un centre de culture scientifique, de façon très, très concrète, on fait des expositions,
mais pas que de sciences dures, je tiens à préciser, enfin ce qu'on appelle sciences dures. Hein, les sciences, ce n'est pas non plus que du laboratoire, sciences de la matière, physique, c'est aussi des sciences humaines, très important pour pouvoir avoir un regard sur cette question de progrès, entre guillemets. C'est de l'animation scientifique, donc on parlera de médiation scientifique. C'est aussi l'histoire des sciences. Moi, quand je suis arrivé il y a presque 20 ans dans ce lieu, je ne savais pas ce qu'était le principe d'histoire des sciences, et c'est un élément éclairant. Je parle de ça parce que j'aimerais bien qu'il y ait une histoire du numérique, parce que je trouve un peu triste, pour ceux qui ont un petit peu, on en reparlera certainement avec Céline, mais je trouve un peu triste qu'à chaque fois on fasse ce mythe de Sisyphe, de recommencer des choses qui ont déjà été faites avec des déclinaisons, et qu'on ne s'appuie pas, comme en histoire des sciences, sur une histoire du numérique qui nous permettrait finalement d'avoir un éclairage plutôt intéressant. Il y a quelques livres de référence là-dessus qui sont incontournables. Enfin, je n'ai pas noté, mais je peux me mettre à disposition pour donner une petite biographie là-dessus. On a de l'astronomie. L'astronomie, c'est bien quand on parle du monde. Quand on a des gens qui regardent le sol ou qui regardent à hauteur de regard, parfois regarder vers le haut, ça fait vraiment du bien. Donc c'est un outil assez intéressant, un planétarium, pour pouvoir sortir un petit peu de notre condition terrestre. C'est donc la culture scientifique. On a également la chance d'avoir une école de l'ADN. C'est parler de biogénétique, mais de la biogénétique ou toutes ces questions liées à la génétique sous forme d'ateliers. Et on a la chance en plus d'avoir des chercheurs qui s'intéressent à la culture et encore mieux à l'artistique. Donc on fait régulièrement des choses avec eux. Il y a donc ce volet art-science, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, le regard que posent, quelle définition du monde posent les artistes, quelle définition du monde posent les scientifiques, et avec tout ça, qu'est-ce qui se passe quand on les met ensemble, de confronter deux visions, deux déclinaisons du monde, ça nous paraît intéressant. Et enfin, on a tout ce volet culture numérique, sachant que, comme Thomas l'a précisé, on est aussi des anciens des réseaux espaces culture multimédia, et que le mot culture a toujours été important pour nous dans la déclinaison numérique et même au sens large. Et c'est peut-être un défaut qu'on a conservé, mais c'est un défaut qu'on entretient pour la déclinaison de nos actions. Sur la question comment toucher les publics, moi j'ai fait une déclinaison assez classique, un peu en entonnoir, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on parle de public. Nous, dans notre centre, on a une déclinaison tout public, c'est-à-dire ça va de la petite enfance jusqu'aux ateliers qu'on mène avec. On a un atelier, par exemple, numérique, les Mamies Connectées, qui est historiquement, c'est pas nous qui l'avons créé, hein, c'est un projet qui a été créé à Paris il y a une dizaine d'années par Albertine Meunier, qui est à la fois artiste et sociologue, sur la question de l'appropriation par des dames de plus de 70 ans de ces choses numériques. Nos ateliers, on fait un peu de numérique dans le sens où j'ai entendu de formation au logiciel, mais on fait surtout des bêtises numériques. Enfin, ça, c'est la définition de nos dames par rapport à cette approche. C'est lié à la création, donc on les emmène régulièrement visiter des expos, visiter la fanzinothèque de Poitiers, découvrir le fanzine. Elles sont allées 2 fois à un festival de jeux vidéo parce que d'un seul coup, le jeu vidéo les intéressait, parce que les petits-enfants ne voulaient pas être armoire devant les enfants et pouvoir être capable d'argumenter devant les petits-enfants. Et donc, elles ont tenu des stands, elles ont créé un jeu vidéo. Voilà, c'est à la fois joindre l'aspect technique de la chose numérique, mais l'aspect contenu et création. On travaille aussi pas mal avec l'université Interage, ce qui nous donne un mode d'échange assez intéressant avec les personnes. On travaille avec des enseignants-chercheurs, puisqu'on est en relation avec l'université de Poitiers. Tout ça nous donne une sorte d'interdisciplinarité où numérique, culture scientifique, recherche finalement cohabitent, et culture, comme je l'ai dit. On a également des ateliers avec des jeunes migrants. Je reviendrai là-dessus parce que ça pose une question en lien avec le sujet que je veux déployer. Et on arrive à cet endroit à la question des publics isolés et comment les toucher. Moi, je me suis posé la question, mais isolés de quoi? Isolés de qui? Est-ce que c'est isolé socialement, isolé géographiquement, isolé économiquement, isolé de façon cognitive, psychologiquement, psychiatriquement? Et c'est là que je vais arriver à mon sujet, puisque là, récemment, on a été sollicité par l'hôpital Laborie de Poitiers
sur la question du handicap mental et puis des maladies psychiatriques. Donc un univers qu'on côtoyait déjà par le biais du handicap, sur le polyhandicap. Et on s'est retrouvé fort dépourvu quand cette bise est venue, parce que comment faire aborder cette question de la psychiatrie qui nous est posée très clairement. Il y a une semaine de rencontre au mois de mars 2019, et c'est la santé mentale à l'ère du numérique. Alors très rapidement, je vais être forcément synthétique, si on veut se donner un petit peu de temps d'échange, laisser la parole à Céline et échanger sur ces questions-là. Pour nous, c'est vraiment poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à des gens qui sont dans une situation de perte de discernement, étant nous-mêmes souvent en perte de discernement face à certains outils numériques. Je pense que ça a été suffisamment évoqué jusqu'ici, cette question du rapport aux outils numériques. Et puis savoir si on fait réellement de l'insertion et comment on procède sur cette insertion. Je vais revenir rapidement pour définir isolé, parce qu'il y a aussi des mots, et c'est vrai que le sens, la sémantique est importante, parce que quand on travaille par exemple avec des mineurs isolés, comment on appelle ces jeunes qui sont en situation d'errance, où les services ont du mal à redistribuer les cartes, enfin, en tout cas c'est lent, c'est long, c'est des questions humaines difficiles à gérer parce qu'un peu hors circuit. Donc est-ce qu'on travaille avec des mineurs isolés étrangers? Est-ce qu'on est sur des mineurs non accompagnés? Est-ce qu'en adéquation avec une directive européenne, on met l'accent sur la protection de l'enfance? Ou alors est-ce que le Code civil et le Code de l'action sociale et les familles, qui parlent maintenant de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de la famille, toutes ces appellations un peu technocratiques nous mettent en difficulté en tant que réseau, parce qu'évidemment, on respecte l'approche institutionnelle, étant nous-mêmes dans une association en relation avec ces institutions, mais comment est-ce qu'on essaye de mettre en place, autour de ce terme isolé, des actions concrètes pour pouvoir être au service de ces usagers un peu particuliers et en général assez polémiques de par leur situation. Comment toucher de manière, puisque le mot toucher, voilà, c'est un flou à définir, comment toucher de manière éthique et raisonnée, comment justement être à l'écoute, et là je parle de mineurs, de jeunes migrants par exemple, mais je pourrais parler donc de cas de jeunes en situation psychiatrique. Comment est-ce qu'on essaye d'organiser ce travail de mise en relation? Comment, d'un point de vue institutionnel, aussi dans les actions, quand on nous demande des grilles d'évaluation, comment est-ce qu'on développe ces grilles d'évaluation? Régulièrement, nous, on s'est planté sur la temporalité. Sur le handicap, par exemple, régulièrement, on monte un projet, on se dit oui en 1 an, puis finalement des projets d'1 an qui vont durer 2 ans, voire 3 ans, parce que la temporalité n'est pas celle imposée par la normalité. Donc voilà, nous on prend notre responsabilité, on se plante régulièrement là-dessus, et voilà, on cherche à améliorer le tir et l'approche à chaque fois. Et c'est également, pour revenir sur le handicap et sur la psychiatrie, simplement dire quand même qu'on a affaire, puisque hier il y a eu un débat intéressant sur la question des publics absents du numérique, 15 millions de personnes. Je tiens à souligner que dans la psychiatrie, actuellement on est sur 2 millions de personnes, dont un quart de mineurs. Je pense que c'est des chiffres qui doivent alarmer. Et dans une situation, je ne vais pas vous refaire ce qui s'est passé à Sotteville-les-Rouen, dans une situation quand même assez catastrophique, c'est-à-dire de plus en plus de patients, un encadrement débordé, parce que là, on est au cœur de l'humain, et voilà, avec aussi une culpabilité, parce qu'on est encore dans la contention, c'est-à-dire attacher des patients, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que les gens qui font l'encadrement se retrouvent... voilà, quoi, en over situation d'emploi du temps, et avec des questionnements, et cette question du numérique qui arrive en surplomb, parce que lors des rencontres, on s'est rendu compte que comme on a affaire à beaucoup de mineurs ou de jeunes adultes, la question du numérique, c'est-à-dire on a affaire à des jeunes qui sont 24/24 devant des écrans,
avec donc cette difficulté de discernement, ils se retrouvent envahis par les fake news qui ont un effet dévastateur pour certains d'entre eux. Mais, comme toujours, je ne vais pas diaboliser le tableau, on nous demande clairement, est-ce que vous avez des outils ? Je ne suis pas convaincu que ce soit les outils, je crois que c'est les usages et les collaborations qui vont nous permettre d'avancer là-dessus, mais des vraies questions sur lesquelles, je tiens à le préciser, on est en difficulté. Hier, par exemple, j'ai demandé au Conseil national du numérique de voir s'il y a une possibilité de détecter les ressources et les compétences à ce niveau pour essayer de répondre aux questions pratiques concernant ces personnes en situation de handicap. J'avais là, je vais peut-être revenir sur un film que je voulais diffuser. Je ne sais pas si techniquement c'est envisageable. Quel est le mot de passe de l'ordinateur? RGPD quand il nous tient. Ah, j'y suis pour rien. Bon, en attendant, parce que c'est un classique, et je remercie la technique, parce que sans eux, on est toujours... C'est possible ? Ah bah super. Donc là, je vais présenter, c'est un petit film très modeste d'un atelier handicap. Là, on a du polyhandicap, mais on a aussi des gens, des jeunes autistes, sur un projet qu'on a fait en co-construction avec une structure qui s'appelle Brutpop, donc de Paris, et avec l'idée d'utiliser un numérique ultra simplifié, c'est-à-dire on a des petites boîtes en bois. Le choix du bois, c'est une question de design. Donc, un bouton par boîte, et on peut rajouter les boîtes. Donc, l'idée, c'est un outil numérique simplifié au maximum, donc soit bouton, soit des télémètres, dans l'optique de faire de la création sonore. Donc, je précise bien création sonore, hein, ce n'est pas l'objectif de faire de la musique, mais création sonore, puisque dans le partenariat qu'on a, on travaille avec un opérateur culturel qui fait un festival de musique expérimentale. On travaille avec une association qui s'appelle La Mauvaise Réputation, qui sont des travailleurs sociaux, enfin des travailleuses sociales, en l'occurrence. Et puis donc le Centre de culture scientifique. Ce projet a été soutenu par l'ARS et par la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Je dis ça pour les aspects économiques et production. Et donc sur des groupes invités régulièrement à utiliser ces outils. Voilà, c'est juste c'est un film de 7 minutes. Ah merde. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de son par contre? Je crois qu'il n'y a pas de son. Tu connais les paroles? Je ne peux pas faire la synchronisation, je n'y arrive pas. Heureusement qu'il y a un médiateur avec moi. Ah, ça passe. Pour pas trop perdre de temps dans les affres de la technique, la question... Est-ce qu'on diffuse juste les images ou ça vaut le coup? C'est un peu... Sans le son, ça va être... Nous, on est une association qui s'appelle Brutpop. Brutpop, c'est un petit jeu de mots avec l'art brut et pop art et la Britpop et tout ça. Et l'idée, c'est que nous, on fait des ateliers de musique. Dans les sorties.
Donc une démonstration de ce que peut être un atelier numérique en live. Mais voilà, je trouve ça intéressant, comme hier pendant la présentation de la plénière. Électronique expérimentale avec public handicapés mentaux, handicapés physiques, des autistes, en psychiatrie. Et ce qui nous amène à Poitiers, c'est que depuis 2 ans, on développe des instruments pour faire cette musique. Et des instruments comme ça, c'est la Brutebox. Et comme ce qu'on peut voir derrière, peut-être, des guitares électriques simplifiées. On conçoit nos ateliers comme des moments un peu de lâchage, des parenthèses dans lesquelles, Et comme le font les musiciens expérimentaux, les rockers le samedi soir, quoi, ni plus ni moins, quoi. Le point de départ, c'est qu'on est vraiment convaincu de la créativité de ces publics. Donc on est vraiment convaincu qu'il y a quelque chose de hyper intéressant artistiquement à en sortir, et qu'en fait il faut juste les bons outils. Donc on essaie juste de faire des outils qui favorisent l'intuitivité, où on n'est pas dans une situation d'échec parce que l'instrument est pas compliqué. La mauvaise réputation, c'est une association qui a pour vocation de faire de l'insertion par la culture avec des publics soit en insertion, soit en situation de handicap, en utilisant la culture comme vecteur de rencontre. C'est parti dans un premier temps donc, avec le lieu multiple en fait, d'une volonté en fait, de créer du réseau. Et on a eu la chance de rencontrer l'équipe de Brutpop lors de quelques jours à Paris à la Gaîté Lyrique. Et en fait, ce qu'ils proposent nous a beaucoup plu et il s'avère que le multiple les invitait. Et dans ce cadre-là, donc la mauvaise réputation a été invitée à encourager des structures à découvrir ce dispositif. Un truc tout simple, des fois, c'est de se dire, sur un instrument de musique électronique, on se retrouve avec 50 boutons, c'est plein d'informations. Alors qu'en fait, quand on veut faire un rythme, il peut suffire que de 2 boutons. Donc nous, ce qui nous semble pertinent, en fait, en tant que, justement, intermédiaire entre les handicapés et le numérique, c'est de dire, on va faire une boîte avec juste un bouton. profondément, on s'en fout de faire un truc qui est techniquement impressionnant. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut vraiment, c'est répondre à notre cahier des charges d'atelier, que le gars qui se le prend en main de notre instrument s'éclate vraiment, qu'on ait un résultat artistique qui soit satisfaisant. Mais souvent, quand les gens voient qu'on fait de la musique avec le mouvement, on dit « Ah, mais c'est comme Jean-Michel Jarre ». Et ben ouais, mais le truc, c'est que 30 ans plus tard, il n'y a pas un instrument grand public qui fait ce genre de truc à bas coût. Et donc, nous, notre but, c'est aussi d'aller voir qu'est-ce qui se fait dans les milieux du numérique, dans les milieux de l'innovation, et d'essayer de faire juste un travail de synthèse et de rendre les choses lisibles. Enfin, il y a déjà une base de ce dispositif qui permet énormément de choses, qui a beaucoup comment dire, d'accessibilité différente au handicap, c'est-à-dire déjà il s'adapte énormément à chaque personne, il est extrêmement accessible, il est évolutif.
En plus, les personnes qui s'occupent de ces dispositifs sont, toujours dans la recherche. Donc, il y a un question-réponse qui peut se faire véritablement entre le handicap et ce dispositif, et il est avant tout super musical. Notre ambition, on espère assez court terme, c'est de passer du prototype à une version 1, et c'est d'avoir une dizaine d'institutions testeurs et d'avoir fait un travail de simplification du logiciel, d'avoir corrigé quelques petits trucs qu'on a observés, et pour qu'on commence à diffuser un peu cet outil qui sorte un peu de nos mains, quoi. Et après, l'objectif un peu second, c'est que cet outil devienne potentiellement un vrai outil qui pénètre un peu le monde du médico-social pour devenir un outil pas cher. Et puis pour une fois, ce qui me paraît vraiment très important, c'est le public est acteur et pas spectateur aussi de tout ce qui est proposé. Et on ne travaille pas avec les limites, on bosse avec les moyens en fait des personnes. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important, parce que souvent on se dit voilà, la mobilité elle est moindre, il ne bouge que la tête, il ne bouge que la main. Et là, pour le coup, ça devient le point fort, et on développe autour de ces moyens-là, et on ne travaille pas sur la limite. Et ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, ce projet vient aussi de Marseille, je tiens à le préciser. Céline a travaillé avec Résonance. Et donc, il y a eu un bouillon de culture autour de cette création, parce que l'ensemble des structures se sont associées pour avancer, comme c'est précisé par Sandra et puis Céline, qui est plus musicienne, elle, sur ce travail-là, pour essayer de réseauter et de continuer à faire avancer le projet. On y reviendra après. On va laisser la parole un peu à Céline, voilà. qui Donc, le temps file. On parle avec Céline, et je reviendrai sur les questions d'inclusion et d'insertion. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Oui, bonjour. Évidemment, je me retrouve énormément dans ce qu'a pu dire Patrick. Zinc, que j'ai la grande chance de diriger, est un centre de création des arts et des cultures numériques. Donc, on est basé à la Friche Label de Mai. On existe depuis 1998, puisqu'on a été créé dans le cadre des politiques des espaces culture multimédia, comme le rappelait Thomas. Et depuis lors, depuis 1998, avec la création de ce qui s'appelait un cyber à l'époque, le lieu est ouvert et accessible, et notamment pour permettre de proposer des ateliers ou des accompagnements à l'endroit de ce qui, donc, dans l'intitulé de ce regard croisé, sont les publics isolés. Bon, sans doute qu'on y reviendra, Patrick l'a soulevé. Moi, je ne suis pas sûre vraiment de savoir ce que ça veut dire. Et après, pour rentrer peut-être un petit peu dans le vif du sujet, sur lequel on reviendra peut-être ensemble après, aussi par rapport à l'intitulé de ce regard croisé, et concernant ce sujet, il y a deux choses dans l'intitulé, qui est la question du croisement des publics. Alors, il faut savoir bien souvent évidemment, que mener des actions quand on est une association à destination des publics isolés, ça se fait dans le cadre de financement public, parfois financement de fondations sur des axes philanthropiques. Et bien souvent, en fait, on ne peut pas croiser les publics, parce que si on est financé pour accompagner un certain type de public, on ne peut pas les mélanger avec d'autres publics. Donc ça, c'est quand même un premier point qui est assez important par rapport à ce sujet-là. Et puis après, la question du plus grand nombre, elle est aussi totalement inatteignable, parce que, bien entendu, quand on s'adresse à des gens qu'il faut amener à soit une compréhension des cultures numériques, soit une appropriation des outils et des contenus, ça demande une approche fine, quasiment personne par personne. C'est
c'est le cas, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne à Zinc, depuis 20 ans, de toutes les actions qu'on a pu mener, où on essaye de faire des propositions un peu fines, parfois sur une volonté de mener certains types de projets, ou dans une volonté d'agir sur soit des publics, soit sur des thèmes sur lesquels on n'avait pas encore agi. Et à ce moment-là, on va chercher les moyens financiers de pouvoir le faire. Je pense notamment aux fondations, j'y reviendrai. Soit parce qu'en fait, on est sollicité par des associations, par des fondations, par des collectifs, pour en effet porter avec eux, les aider ou leur fournir les moyens nécessaires, que ce soit les deux espaces qui sont les nôtres à la Friche Label de Mai, à la fois le Fab Lab et le Media Lab, les conséquences, les compétences, le matériel pour pouvoir porter ce projet. Donc c'est vrai que la question des publics isolés, c'est un peu un sujet. Moi, je me dis, en fait, et si je reviens sur les 20 ans d'histoire de Zinc, et après, derrière, on peut rentrer tout un tas de catégories, c'est finalement les publics isolés, ceux qui ne sont pas équipés pour des raisons économiques, et ceux qui ne savent pas utiliser le numérique et les nouvelles technologies. Et ça va de ne pas savoir utiliser d'ordinateur du tout, pas savoir ou ne pas pouvoir utiliser d'ordinateur du tout, et puis ceux qui ont besoin d'acquérir des acquisitions pour mener un projet personnel ou professionnel. C'est une définition assez simple. Si vous voulez, on pourra revenir là-dessus aussi par la suite. Donc à Zinc, avec le Fab Lab et avec le Media Lab, on met en place différents ateliers qui sont à la fois des ateliers qu'on va pouvoir proposer à cette catégorie des publics isolés, ou qu'on va proposer aussi au plus grand nombre, mais toujours dans la quasi-impossibilité en fait, de croiser les publics. Donc on a des cases dans notre programmation qui correspondent aux gens qu'on est capable d'accueillir, un peu à mon grande dame. En exemple d'atelier, en fait, et ça rejoint le sujet des numériques en commun. En fait, on a pris l'habitude à l'intérieur du Fab Lab, et puis beaucoup poussé par Résonance Numérique, qui est l'association avec laquelle on porte le Fab Lab. On a eu l'habitude de documenter. Donc, le wiki, notre wiki, le wiki du Fab Lab est assez complet dans le nombre d'ateliers qui sont proposés. Je vous encourage à aller regarder. Comme vous pouvez voir, en fait, on essaie d'être assez généraliste, et aussi pour pouvoir s'adresser en fait au plus grand nombre dans des adresses évidemment différenciées en fonction des publics, mais on essaye de pouvoir permettre à tout et à chacun d'acquérir des compétences, soit dans le Media Lab, donc plutôt autour de la question des ordinateurs, des logiciels, de l'audiovisuel, son, musique, image, soit dans le Fab Lab avec les machines à commande numérique, et puis avec l'établi. Et ce souhait et tout ce travail qui est fait d'être assez généraliste dans notre approche, et de pouvoir en effet permettre à tout et à chacun d'avoir accès au savoir, aux compétences et à la capacité créative qu'apportent les outils numériques, nous amène à rencontrer parfois des porteurs de projets, même si là aussi c'est un peu du jargonnage dont je ne raffole pas, qui viennent nous voir parce qu'ils ont envie, avec leur public, de les accompagner dans de la découverte. Et un exemple que j'aime bien, et qui est un projet qui est en cours aujourd'hui, qui est porté par une fondation qui s'appelle la Fondation FACE. Je fais une petite parenthèse, on en reviendra peut-être aussi, la liberté de pouvoir porter des projets, y compris des projets comme celui des Brut Pop qu'a présenté Patrick, pouvoir faire ce qu'on veut, aller au bout et être dans la meilleure réussite possible du projet, ça nécessite souvent en fait des moyens. Donc des moyens, il y a à la fois les programmes qui sont proposés par les collectivités, les institutions, l'État, et puis après il y a en effet cette relation qu'on peut développer avec certaines fondations sur des
axes philanthropiques et aujourd'hui sur la question de l'accessibilité au numérique. On a vu hier avec la signature de la charte, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de fondations qui financent ce genre d'activité. Et là, en l'occurrence, nous, on a eu le plaisir de rencontrer, c'est pas toujours aussi simple, mais une fondation qui s'appelle la Fondation FACE, qui développe aujourd'hui un projet à destination des jeunes femmes qui s'appelle Wi-Fi. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site de la Fondation FACE. Et le but du projet Wi-Fi est d'amener des jeunes femmes à envisager de se former et d'avoir des carrières dans le numérique. Dans les métiers du numérique, les métiers du numérique sont très vastes. Donc nous, en fait, notre travail avec elles, ça a été de les aider en fait à avoir une première appropriation des outils, à travailler avec elles autour de leur savoir-faire premier, puis de pouvoir les développer au fur et à mesure, et puis d'être elles aussi dans la découverte de leurs envies, de leurs capacités, et de peut-être pouvoir les amener à choisir de faire un métier dans le champ du numérique. Alors, il y a une petite vidéo aussi où elle parle. Non, on n'a pas le temps, c'est ça. On peut passer un petit extrait de ces jeunes filles, où là aussi, donc je disais tout à l'heure que toucher le plus grand nombre, c'est compliqué. Avec le projet Wi-Fi, le nombre de jeunes filles avec lesquelles on a travaillé, elles sont 4 ou 5. Et d'arriver déjà à pouvoir avoir un projet un peu au long cours sur plusieurs années avec elles, c'est déjà énorme de pouvoir faire avec 4-5 jeunes filles. Merci Céline. Je repasse en version low-tech. Et on va passer un petit extrait, puis après on passera aux questions. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, en fait, j'ai une pote à moi qui m'avait proposé, enfin, qui m'en avait déjà parlé l'an dernier. Donc, elle m'a dit que c'était cool et tout. Voilà, la technique a ses limites. Donc, peut-être qu'on peut inviter les personnes à le regarder en ligne chaleureusement. Voilà, vous pouvez trouver ça sur le wiki. Je ressors pour voir l'adresse. Non seulement tout est en ligne, mais en plus, comme la préparation de ce regard croisé, j'ai mis tous les liens sur mon document, je peux le passer à qui souhaite, y compris la préparation de la table ronde est en commun. Merci à vous deux. Il nous reste quelques minutes pour poser des questions et échanger un petit peu. Si dans la salle, il y a des personnes qui souhaitent participer, c'est le moment. Un micro est à disposition. Alors, pas de questions pour l'instant. Si. Bonjour, j'avais une question par rapport à l'espacement d'Aix-France Poitiers que je connais bien. J'ai eu du mal à avoir le rapport direct avec le numérique et l'électronique qui me semble être plus adapté que le terme numérique dans votre projet. Et vous cherchiez des acteurs éventuellement avec lesquels se rapprocher pour monter des projets. Et je me pose la question des acteurs sociaux type mutualité, mutualité sociale, qui je pense peuvent être des partenaires sur ces développements. On a des liens réguliers avec ce type de structure, puisqu'on a fait des rencontres, mais qui restent des rencontres un peu comme ici, de l'ordre de la réflexion, puisqu'on a travaillé avec les mutuelles sur les 5 heures du handicap, où on a fait des thématiques pendant 5 heures.
où on invitait l'ensemble des acteurs, les mutuelles, les centres sociaux, les personnes en situation de handicap à venir écouter des spécialistes sur les thématiques abordées. On a même abordé handicap et sport, handicap et culture, bien évidemment, avec une personne que je tiens à remercier, qui nous a quittés au mois de juin, c'est Louis Beck, qui a été un des initiateurs de ces questions art et handicap, et pour faire en sorte qu'on soit dans cette démarche interdisciplinaire. Après, pour revenir sur les outils, c'est les boîtes, mais derrière, il y a toute une partie numérique, puisque derrière ces outils, c'est un choix aussi, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, de logiciels libres qui permettent un facteur qui nous semble important, c'est l'appropriation, parce que pour nous, il n'y a pas de socialisation d'outils si les facteurs d'appropriation ne sont pas possibles. On sait qu'il y a de super outils pour le handicap, mais dès qu'on aborde la question de l'investissement ou de l'achat, on se rend compte qu'à 4 000 ou 6 000 euros, ce n'est pas possible. Alors, le logiciel libre, je vais être clair, ne répond pas à l'ensemble des questions, mais actuellement, avec les Fab Labs et puis avec ces réseaux coopératifs, on arrive de plus en plus à mettre des choses qui peuvent être dans ce genre de la socialisation. Et pour moi, socialisation, on a eu l'exemple, ça veut dire qu'il y a toujours de la ressource. Or, nous, on ne veut pas faire hotline, ça c'est clair, et qu'on a un petit peu cette approche de donner plutôt la canne à pêche que le poisson, c'est d'essayer de former. Et on a trouvé, enfin ça c'est depuis quelques années, des gens extrêmement intéressants qu'on appelle les ergothérapeutes. Et avec les ergothérapeutes qui ne hurlent pas quand on sort un ordinateur ou une ligne de code, et on essaye de faire ça doucement, je pense que c'est un petit peu de temps, mais ce temps, c'est un investissement extrêmement intéressant, parce qu'après, les gens deviennent autonomes. Et le vrai plaisir, c'est de voir se construire cette autonomie, autant du côté des soignants, et puis après, alors là, le nec le plus ultra, c'est quand tout ça, l'appropriation se fait au niveau des jeunes, au niveau des patients. Mais c'est un processus long. Pascal Plantard, dont la pensée nous a beaucoup aidé en tant qu'anthropologue du numérique, a affirmé dans son livre, et puis c'est vrai, c'est que le temps de l'usage, donc le temps de la socialisation et de l'appropriation, est beaucoup plus lent que le temps de l'innovation. Et je crois qu'avec le numérique, nous, le mot innovation nous a sérieusement fait réfléchir, parce qu'il y en a marre, et ça c'est un des critères aussi qui use les gens, c'est qu'on est toujours sur cette course à l'amélioration, entre guillemets, mais parfois c'est bien d'avoir des outils qui ont 5, 7 ans, voire 10 ans, pour essayer de pousser, je parle du logiciel libre par exemple, pour essayer de pousser en relation avec les développeurs au service de l'ergonomie, au service du geste et au service des publics. Merci Patrick. On a le temps peut-être de prendre une dernière question avec une réponse assez courte si c'est possible. Merci. Oui, mais je sais. Mais derrière, il y en a une autre qui s'enchaîne. C'est encore une fois abondé dans votre sens, parce que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant ce petit film que vous nous avez présenté. Et votre remarque aussi de dire qu'il faut inscrire l'histoire de la culture numérique dans un temps beaucoup plus long que ce qu'on a tendance à l'inscrire, justement, la course à l'innovation comme ça. Moi, quand j'ai vu votre film, ça m'a tout de suite fait penser à ce qu'a fait quelqu'un dans les années 80 qui s'appelle Félix Guattari, qui s'intéressait énormément aux radios libres, qui a eu une pensée de ce qu'il appelait le post-média et qui s'est engagé sur des réseaux à l'époque d'activistes qui faisaient des choses sur le Minitel avec 3615 Alter. Donc je pense qu'on a tendance un petit peu à réinventer la poudre, notamment sur quels sont les objectifs de la médiation numérique, mais c'est des choses qui ont été pensées bien en amont. Et encore plus sur d'autres facettes de la pièce qui sont intéressantes. On parle d'inclusion numérique, etc., pour certains publics. Donc là, la conférence précédente, on parlait de former des DSI pour faire une médiation numérique efficace. Et je pense qu'il faut aussi se poser la question d'autres types de publics, ce que vous faites avec des publics isolés, des publics des personnes handicapées. Ce que Félix Guattari a fait, notamment avec Radio Tomate, avec des personnes qui ont des handicaps psychiatriques. Donc voilà, je pense que le fait d'inscrire l'histoire de la médiation numérique dans un temps plus long permet aussi d'aller voir des choses qui ont déjà été faites et qui ne sont pas mieux faites aujourd'hui.
Surtout que, comme on n'arrête pas de le rappeler, en l'occurrence, le programme des espaces culture multimédia, mais il y avait des choses qui préexistaient. On parle il y a 20 ans, et c'est tout ce qui est dit depuis 2 jours. Et en réalité, on travaille depuis 20 ans. Après, je ne suis pas sûre qu'on réinvente la poudre en réalité. C'est juste que en fait, chaque époque va remouliner les mêmes questions, les mêmes besoins. Après, en fait, c'est juste une question d'évolution institutionnelle, d'appellation, de nouveaux programmes qui sortent au fur et à mesure. On a bien vu les annonces d'hier, mais après c'est aussi moi, il me semble, c'est aussi la question de l'inventivité des acteurs sur le terrain qui s'accrochent jour après jour pour arriver à maintenir aussi coûte que coûte le fait de pouvoir porter ce type d'adresse. Là, en l'occurrence, on parle des publics isolés, mais pas que. En fait, la question de l'accessibilité aux cultures numériques au fur et à mesure qu'elles évoluent. Pour compléter, et puis je voulais en parler, c'est quand on parle d'insertion, de e-insertion, enfin, j'ai beaucoup entendu ce mot-là, est-ce qu'on n'est pas plutôt, avec le numérique, plutôt dans le mot intégration? Enfin, si on reprend la définition, et là je pars du handicap, des pays, sur une étude au niveau européen, la France privilégie l'intégration, et je parle bien dans le domaine du handicap, et cherche à la fois à compenser d'un côté les difficultés rencontrées par la personne en situation de handicap, et de l'autre côté adapter cette dernière à son environnement. Ce qui veut dire que si on se met dans le champ du numérique, on veut adapter les gens au numérique. Et parfois, ça peut fonctionner, mais d'autres fois, les labos de recherche ne pensent absolument pas. Et il faut peut-être tordre l'usage pensé par les labos de recherche pour essayer de créer autre chose. Le hacking, c'est intéressant parce que c'est ça, c'est tordre un petit peu l'usage. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans le numérique sur une approche d'intégration. On prend les gens et on leur dit, voilà, c'est l'injonction. J'entends trop souvent une philosophie d'injonction en disant, ben voilà, tu as cet outil, il faut que tu apprennes à l'utiliser. Bon, moi, je comprends que les gens, à un moment, ils pètent un câble et qu'ils disent, mais non, Et on le voit, je l'ai entendu pendant les 2 jours, d'avoir des outils, des logiciels, des institutions qui sont inutilisables par plein de gens. Et l'inclusion, puisqu'on parle aussi de la question d'inclusion, c'est par exemple, si on a une définition, la politique inclusive se caractérise par l'accent mis sur l'élimination des discriminations organisationnelles et humaines. Moi, j'ai envie de rajouter et techniques, puisque code is the law, hein, c'est un petit peu l'envahissement de ces techniques, dont les personnes peuvent être handicapées, soit au sein de l'entreprise, soit au sein de la vie civile. C'est-à-dire qu'à un moment, ce n'est pas non plus aux outils d'imposer aux gens et qu'il faut sortir un petit peu de cette approche discriminatoire que la technique a tendance de plus en plus à imposer. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on n'est qu'au début du process parce qu'arrive l'intelligence artificielle où là, il y a des choses qui vont devenir un petit peu plus crues dans ce rapport entre l'être humain et la technique. Mais bon, c'est un vieux débat finalement. Comme en effet, il faut clore vu qu'il est l'heure. Il y a aussi un sujet qu'on avait envie d'aborder avec Patrick, mais on n'aura pas le temps, qui est la question de l'évaluation et notamment des critères qui sont soit demandés au début, soit à fournir au terme d'une action qu'on a pu mener. Et que c'est vrai que peut-être qu'il serait aujourd'hui aussi intéressant, parce qu'on est dans un moment où on est ensemble et qui s'appelle numérique en commun, ce serait de réfléchir aussi à ces questions des critères, et notamment des critères qu'il peut y avoir derrière des adresses à des publics isolés ou sur des questions d'insertion, et de pouvoir peut-être fabriquer conjointement, soit à partir d'existants, soit en fabriquant un, plutôt un travail autour de la question des compétences et des savoir-faire acquis par les gens, et que finalement les critères soient plus sur qu'est-ce qu'a fait l'action, qu'est-ce que les gens ont appris, que savoir
qu'est-ce que ça a produit sur eux, que savoir combien de personnes ça a concerné, quel âge ils avaient, d'où ils venaient, vers où ils allaient, et de pouvoir vraiment revendiquer la question de le portefeuille de savoir et de compétences qui sont acquises au fur et à mesure par ces publics quand ils passent dans nos lieux. Parfois, ils ont un sacré parcours aussi et qu'aujourd'hui, on n'arrive encore pas forcément à valoriser, à part sur quelques exemples d'initiatives. Je pense par exemple à ce que fait le Dôme à Caen autour du badge numérique. Et je voudrais rajouter, enfin, je suis complètement d'accord avec ça, mais pour sortir un peu des schémas arides d'évaluation, toujours intégrer cette question du bien-être et mieux-être. Et je reviens à la question culturelle et artistique, c'est-à-dire à un moment intégrer là-dedans des choses inutiles que sont la culture et l'art. Ça, on l'a entendu X fois, et l'intégrer dans ce plaisir d'aborder l'inconnu de la création. Et ça, on y tient. Et c'est pour ça qu'on fait des petits films, parce que parfois, dans les dossiers, c'est extrêmement difficile à faire passer. Voilà. Et on tient à cette notion de bien-être et d'inutilité qui fait partie aussi de la composante de tout être humain. Merci à vous deux. Je crois qu'on peut remercier très chaleureusement Patrick Treyer et Céline Berthoumieux. Je pense qu'en tout cas, vos propos n'ont pas été inutiles. Merci à vous. Merci. Ça peut t'empêcher de casser des choses. C'est mon côté poigne qui ressort. C'est pas grave.